Objet d'une vraie fascination. Certaines personnes, et notamment des femmes, n'hésitent pas à franchir le pas et à rentrer en contact avec eux. Cette relation épistolaire est parfois si forte, si puissante, que ce simple échange de mots couchés sur le papier se transforme en sentiment profond et parfois en amour. Pour comprendre ce qui motive ces femmes à aimer des hommes que tout le monde voit pour certains comme des monstres, Clémentine Sélarié va partir à leur rencontre. À travers des témoignages émouvants, vous verrez comment l'amour que portent ces femmes peut vaincre tous les préjugés. Pourquoi sont-elles tombées amoureuses d'hommes qui vont passer leur vie en prison? L'amour est-il réellement plus fort que tout? Richard Ramirez, surnommé le tueur de la nuit, condamné à mort pour avoir sauvagement tué 13 personnes, il est aussi responsable de 11 viols et 14 vols avec effraction. J'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse du harceleur de la nuit. Je savais qu'il avait tué beaucoup de gens, mais ça m'était égal. Zachary Vanderhorst, coupable d'un meurtre, condamné à perpétuité. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu un amour comme ça, que plein de gens n'auront jamais. Si jamais quelque chose devait arriver à mon mari, rien ne changerait. Je serais blessée, j'aurais le cœur brisé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne me marierai jamais. Zaïd Rachid, condamné pour meurtre et pour vol à main armée. C'est un homme très intelligent, charmant, ça a été une cour magnifique. Susan Atkins, condamnée pour avoir tué l'actrice Sharon Tate de 16 coups de couteau. Un crime commis sur ordre du gourou satanique Charles Manson. Quand j'ai rencontré Suzanne, elle m'a encouragé à changer ma vie. Et c'est pour ça que je me dis qu'elle m'a sauvé. Je l'ai épousée parce que je voulais passer ma vie avec elle, qu'elle soit en prison ou pas. Des femmes et des hommes sont tombés amoureux de ces meurtriers. Certains se sont même mariés avec eux et ont eu des enfants. La plupart de ces criminels sont depuis plus de 30 ans derrière les barreaux. Comment peut-on tomber amoureux d'un condamné? On m'a proposé de partir à la rencontre d'hommes et de femmes tombés amoureux de condamnés. Certains de ces prisonniers ont commis des crimes horribles et d'autres étaient là, au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est l'amour qui existe entre eux. Qui sont ces femmes? Comment vit-on l'amour à travers les murs d'une prison? Est-ce que ces femmes sont heureuses? Où trouvent-elles la force d'aimer les hommes qui sont enfermés en prison? C'est pour répondre à toutes ces questions que je vais les rencontrer à travers les États-Unis. Et c'est à Los Angeles que commence notre voyage. Je vais rencontrer des femmes de condamnés pour viol, crime ou assassinat qui sont enfermées en prison. Peut-on juger sans savoir ce qui a poussé certains hommes à commettre l'irréparable? Un criminel reste-t-il forcément toute sa vie un être dangereux pour la société? Et l'amour peut-il le changer? Quand vous êtes amoureuse ou mariée à un homme en prison, les relations sont incroyablement intenses, car l'homme a tellement de temps qu'ils peuvent s'écrire beaucoup de lettres d'amour, de la poésie, des peintures parfois. Et il donne à cette femme toute cette intensité, cette énergie et toute cette passion romantique qui n'est pas satisfaite avec du sexe. C'est comme les chevaliers de la table ronde qui mettent leurs femmes sur un piédestal et les admirent. C'est un amour où l'on fait seulement la cour. Pas de sexe, pas d'intimité. La femme est juste sur un piédestal et l'homme l'idolâtre de loin. J'ai interviewé des femmes, je les appelle les killer groupies. Mais ce ne sont pas les rockstars qui les intéressent. Elles adorent les tueurs les plus célèbres, qui sont dans le couloir de la mort ou qui effectuent des peines à perpétuité. En fait, je pense que c'est nous qui sommes à blâmer. Nous avons fait d'eux des célébrités. Ils ne le méritent pas. Ils sont le mal en personne. Ce sont des monstres, dans certains cas. Mais pour ces femmes, ils ne le sont pas du tout. Richard Ramirez est appelé le tueur de la nuit. Il a commis un nombre effroyable de crimes.
13 personnes ont été tuées. C'était un sataniste. Il dessinait des pentagrammes sur leur corps et utilisait leur sang pour écrire des messages sur le mur. C'est quelque chose qui terrifiait toute la Californie. Il y avait eu plusieurs meurtres autour de Los Angeles et de San Francisco, et les gens étaient vraiment effrayés par lui. Richard Ramirez a fait la une des journaux, et la population de Los Angeles reste très en colère. Avez-vous tué 13 personnes? Ça ne serait pas correct de ma part de répondre à cette question. Et avec mon procès à San Francisco, Pourquoi? car je suis en train de faire appel. Faites-vous appel parce que vous prétendez être innocent? Vous n'avez pas tué 13 personnes? C'est exact. Vous n'avez pas tué 13 personnes. Encore une fois, ça ne serait pas correct de ma part de répondre à cette question. Le procès dure depuis 4 longues années. Perturbé par le vagabond texan, cet homme en bleu qui affiche des signes sataniques et qui insulte la cour. Misty est tombée amoureuse de ce serial killer qui a horrifié l'Amérique. C'est à Seattle que nous devons retrouver Misty. Elle nous a donné rendez-vous devant un café. Elle nous attend en compagnie de sa sœur. J'appréhende beaucoup cette première rencontre. Cet homme est un tueur et il me fait peur. Il provoque chez moi une certaine répulsion. Mais je ne suis pas là pour juger et peut-être existe-t-il chez lui quelque chose que je n'ai pas su voir et que cette femme me révélera. Hello. Hi, nice to meet you. Fine. I'm Clementine. Misty a accepté du bout des lèvres notre rencontre, comme si elle ne tenait pas à partager cette aventure amoureuse. Comment vous vous êtes rencontré avec Richard Ramirez? J'étais juste curieuse et je me suis posé des questions sur lui. J'ai regardé un film, j'ai regardé des documentaires à la télé, puis je lui ai écrit une lettre. Je ne pensais pas qu'il me répondrait, mais il l'a fait. Du coup, j'étais vraiment heureuse quand j'ai reçu cette première lettre. On a commencé à communiquer et je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer. J'étais obsédée par lui, complètement obsédée. Ah, et comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, j'étais vraiment curieuse d'abord. Puis j'ai été vraiment obsédée par lui. Je ne sais pas pourquoi, je voulais le connaître, tout savoir à son sujet. Je voulais savoir s'il avait vraiment fait ce pourquoi il était en prison. Je voulais voir au fond de ses yeux et vraiment voir par moi-même. Je voulais le rencontrer en personne. Ça paraît vraiment fou, non? J'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse du harceleur de la nuit. Je savais qu'il avait tué beaucoup de gens. Ça m'était égal. Je suis juste tombée amoureuse de lui. Nos lettres étaient vraiment flirty, sensuelles, sexuelles, romantiques et intimes. Richard et Misty échangent d'abord des sentiments, mais leurs lettres vont bientôt devenir beaucoup plus intimes. Bonjour Misty, merci pour la carte et la lettre super sympa. Mes sincères salutations à toi, à Chloé et Kathleen. Vous allez donc toutes les deux dans l'Utah? Je croyais que seulement Chloé y allait. Je me souviens en effet du groupe de musique des années 80. Ils avaient quelques bonnes chansons. Lis-tu des autobiographies de musique ou de groupe? Te rases-tu la chatte? J'aime les chattes douces, tendres et bien rasées. Combien de lettres lui avez-vous écrit? Je ne sais pas, aux alentours des 600, 700 lettres, peut-être 1000, je ne sais pas. Verrouillez vos portes, verrouillez vos fenêtres. Si vous avez la possibilité de rajouter des systèmes de sécurité chez vous, n'hésitez surtout pas. Qui va être la prochaine victime? Je veux pas l'être, et personne ne veut. Il a attaqué des femmes et des hommes, jeunes comme vieux. Il se faufile à travers les fenêtres, il égorge, viole, torture et tue. Il est comme un psychopathe. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui le rendait mystérieux.
Comment est-ce qu'il faisait pour rentrer dans les maisons sans se faire attraper? Comment a-t-il pu commettre ces meurtres et ne pas se faire arrêter? Je ne comprends pas. Il pouvait se promener en ville sans se faire attraper. Au milieu de la nuit, il ouvrait les fenêtres des gens, grimpait à l'intérieur et il utilisait simplement une mini-torche. Il la braquait dans les yeux et il éblouissait ses victimes. Il les tuait de sang-froid et il s'en sortait. C'est ce qui est mystérieux. Vous savez, la plupart des tueurs que j'ai interviewés sont des sociopathes. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de remords. Quand ils font quelque chose de mal, ils n'ont pas la capacité d'empathie avec leurs victimes qui souffrent. À vrai dire, ils apprécient la souffrance de leurs victimes. Ça leur fait se sentir supérieurs et puissants, importants, contrôlant la situation, comme s'ils étaient quelqu'un. C'est pour cela qu'ils tuent. Donc cela peut paraître répugnant, et ça l'est. Mais pour la plupart de ces tueurs, ils veulent désespérément être reconnus, devenir célèbres et attirer l'attention du monde entier. Et vous savez quoi? On les laisse faire. On les met sur les couvertures des magazines. On les met sur des cartes à échanger. Avant, on y mettait les joueurs de foot. On fait des BD, des figurines, des t-shirts avec le portrait du tueur. Ils sont les nouvelles célébrités. Et beaucoup de femmes sont attirées par ces célébrités. Ramirez, à son arrivée à la prison de San Francisco, a attiré l'attention des femmes de tout le pays, y compris une des femmes jurées qui l'avait déclaré coupable à Los Angeles. Ces femmes se sont rassemblées à San Francisco, se battant même entre elles pour gagner l'affection de Richard Ramirez. Une de ces femmes va même devenir son épouse. Elle s'appelle Doreen Lloyd. Elle est vierge, ce qui incite Ramirez à l'épouser en 1996. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui et très fière d'avoir épousé Richard et d'être sa femme. Doreen Lloyd est aussi une des meilleures amies de Misty. Doreen était vraiment énervée par les femmes qui lui écrivaient. Au café de la prison, elle et plusieurs autres femmes se battaient pour lui. Elle dit qu'elle ne regrette pas de l'avoir épousé, mais elle regrette juste toutes les rumeurs et les commérages qui ont couru. Quand elle s'est mariée, elle a perdu son boulot au San Francisco Chronicle. Ils l'ont virée, les gens ont commencé à la détester. Ils jetaient des œufs sur sa porte, ils la haïssaient pour l'avoir épousée. Aujourd'hui, Doreen se cache. L'épouse de Ramirez ne vient quasiment plus à la prison. Ses visites sont devenues très espacées. Doreen et moi avons parlé pendant beaucoup de temps. On est très bonnes amies. Elle était assez remontée contre moi et sceptique du pourquoi je lui écrivais des lettres et pourquoi j'étais obsédée par lui. Et je lui ai dit, je ne sais pas, pourquoi toi tu es obsédée par lui? Pourquoi es-tu amoureuse de lui? Et elle m'a répondu, je ne sais pas, je l'aime, c'est tout. Je m'en moque de ce qu'il a fait. Mais en réalité, elle ne croit pas du tout à ce qu'on prétend qu'il a fait. Elle se moquait de tout ça quand elle l'a épousé. Elle était juste amoureuse de lui. Elle l'a épousé parce qu'elle est tombée amoureuse de son charme, de sa séduction, de tout ça. Mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment amoureuse de lui. Il n'y a pas de doute, Richard Ramirez fascine les femmes. À Los Angeles, sur Hollywood Boulevard, le musée de la mort expose les photos des scènes de crime et les portraits des plus grands criminels. Le charme pervers de Richard Ramirez opère et la vitrine qui lui est consacrée attire de nombreuses visiteuses. C'est fascinant de voir comment ces femmes sont attirées par les mauvais garçons. Peut-être qu'elles les prennent pour leur père, c'est difficile à dire. Des femmes qui veulent rencontrer des serial killers, il y en a plein. Mais des femmes qui veulent les épouser, là, on est quand même à une étape complètement différente. C'est quelque chose que je ne comprends moi-même pas très bien. Parce que c'est sûr que c'est intéressant d'être proche.
mais d'en être très proche. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si cette femme avait des visites conjugales, si même elle a eu des relations sexuelles avec lui. Aujourd'hui, Richard Ramirez est complètement enfermé, sans pouvoir sortir. Personne ne peut le rencontrer parce qu'il s'est exposé à poil devant les autres détenus et devant les visiteurs. Maintenant, c'est vraiment très difficile de le rencontrer. Un jour, j'ai demandé à Richard Ramirez de faire quelque chose pour moi. Je lui ai envoyé une série de photos que je voulais qu'il me dédicace. Il me les a renvoyées et en guise de dédicace, il a écrit dessus « Je vous tuerais si je le pouvais ». Malheureusement, les gardes les ont saisis. Je ne l'ai pas reçu. Mais j'ai eu ce dessin que m'a fait Richard Ramirez. Je lui avais demandé de me dessiner un frigo. Et voilà ce qu'il m'a dessiné comme frigo. Voilà comment Richard Ramirez imagine son réfrigérateur. C'est un peu comme la rockstar des serial killers. Les femmes se battent pour lui, on ne sait pas pourquoi. Quand une femme s'implique dans une relation avec un serial killer, la plupart du temps, c'est parce qu'il est célèbre. En fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rencard avec Richard Ramirez qu'avec Brad Pitt ou George Clooney. Et vous êtes sortis ensemble? Enfin, comment vous pouvez appeler ça? Enfin, je veux dire, c'est un genre de rendez-vous, quoi. Non, on n'est pas sortis ensemble. On a juste communiqué par le biais de lettres. Et on avait un type de relation fait de fantasmes sexuels. Ces fantasmes étaient vraiment pervers. Il voulait m'attacher, me bander les yeux et me baiser. Et c'est très possible que s'il venait à croiser mon chemin... Et puis, je l'ai rencontré. Mon Dieu, que j'avais peur. Il était tellement grand. Il fait bien plus d'une tête que moi. Si vous superposiez nos deux mains, la sienne est immense, énorme. Quand il était jeune, il était très beau. Il avait de très beaux cheveux, de belles lèvres, de beaux yeux, une très belle structure de visage. Il était beau. Mais quand vous le regardez maintenant, il ressemble à un requin. Alors que les photos de lui autrefois montraient une personne normale. Mais quand vous le regardez dans les yeux, c'est comme un requin avant qu'il vous morde, avant que les yeux tournent blancs. C'est un sentiment très profond. Vous êtes coincé et vous ne pouvez pas bouger. Après plusieurs mois de relations épistolaires, Misty rencontre enfin Richard Ramirez. C'est à la prison de Saint-Quentin, la plus ancienne des prisons californiennes, qu'il est incarcéré. Ils se retrouvent dans la même pièce. C'était une visite très intéressante, j'en suis sûre. On a parlé et puis tout à coup, je me souviens qu'il s'est penché en arrière sur sa chaise, a commencé à déboutonner sa chemise et tout de suite après... J'avais son pénis en face de moi. L'un des plus importants journaux de Californie est le San Francisco Chronicle. Peter Finwright a écrit plusieurs articles sur la fascination que les tueurs en série exercent sur les femmes, et particulièrement Richard Ramirez. C'est un psychopathe, j'imagine. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire que c'est un psychopathe. Mais c'est un homme qui a commis des crimes absolument horribles, sanglants, dégoûtants. Je pense que la peur peut jouer dans le fait que les femmes soient attirées. Elles veulent sentir cette peur, ce danger. Elles recherchent un mec dur. Ça les fait se sentir en sécurité, parce qu'il est si flippant que je pense que ça joue. Donc ça veut dire que vous l'aimiez jusqu'à ce que vous le voyiez, parce que quand vous l'avez vu, c'était fini.
Oui, c'est comme si quelqu'un avait percé la bulle dans laquelle j'étais et je suis revenue à la réalité. J'avais l'impression d'être en transe, même pendant la visite. J'avais l'impression, quand il était assis en face de moi, que j'étais en transe. On se regardait, l'un en face de l'autre, on se fixait et je ne pouvais pas bouger. J'étais coincée, sans réaction. Vous sentiez que peut-être il vous possédait, c'est ça? Oui, c'est comme si j'étais possédée un peu pendant ma visite. Je ne pouvais pas bouger. J'étais physiquement... J'avais l'impression qu'il me tenait physiquement et qu'il regardait au fond de mes yeux et que je ne pouvais enlever mes yeux des siens. J'étais figée, je ne pouvais pas bouger. C'est intense comme sentiment de réellement rencontrer un tueur face à face et en être amoureuse ainsi. Vraiment très intense. Après sa visite, Misty n'a plus jamais voulu revoir Ramirez. Dans sa cellule à la prison de Saint-Quentin, Ramirez ne risque plus la peine capitale, à laquelle il a pourtant été condamné. En Californie, il n'y a plus d'exécution. Pourtant, l'opinion publique n'est pas prête d'oublier l'angoisse qui régnait quand le tueur de la nuit rôdait dans la région. Est-ce qu'il regrette? Bien sûr que non. S'il sort, je peux vous garantir qu'il tuera encore et encore. Il me tuera sûrement même moi. C'est ce qui me fait peur si jamais un jour il sort de prison. Il viendrait probablement me chercher et me tuer. Est-ce qu'il est psychopathe? Oh que oui. Et n'importe qui est amoureuse de lui est psychopathe aussi. L'entretien est terminé. Clémentine le vit comme un soulagement. Moi, j'étais assez mal à l'aise, en fait, avec ces filles, vraiment. Et parce que je trouve qu'il n'y a pas d'amour, déjà. Enfin, j'ai pas vu d'amour, si tu veux. J'ai vu une espèce de fanatisme, de groupiesque. Moi, ce qui m'a gêné chez elles deux, c'est le côté voyeuriste, quoi. Super tordu, pervers. Enfin, il n'y a pas d'intimité, en fait. C'est comme tous les fanatismes, ça me gêne, quoi. Je veux dire, ça aurait été quelqu'un qui m'aurait parlé de Dieu en étant fanatique, en disant que, ouais, qu'elle pensait à Dieu et qu'elle avait des fantasmes sexuels. Enfin, tu vois. En plus, c'est trop grave, je trouve, tu vois, de fanatiser des mecs qui font des horreurs. Tu vois, je trouve ça pourri, moi, de toute façon. Il n'y a rien, quoi. C'était froid, il n'y avait pas d'amour, c'était horrible. Et j'étais vraiment pas bien. J'avais envie vite que ça s'arrête. Et je me sentais, pour le coup, emprisonnée dans un truc très glauque, très morbide. Ces filles me faisaient, je pense, aussi peur que Ramirez fait peur quand on le voit sur un écran et qu'il a l'air de... Ça me fout la trouille parce que pour moi, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Le voyage continue vers San Francisco. Après Misty, la groupie, Clémentine veut rencontrer Phoebe, une femme mûre, amoureuse de son mari, depuis 38 ans derrière les barreaux. Je pense encore à cette première rencontre qui ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait, je ne sentais pas d'amour, c'est vrai, chez ces femmes. Cette femme, et je sentais quelque chose de froid et de moche, et j'espère que Phoebe, elle, est une vraie amoureuse, sincère et profonde. Il y a 30 ans, Phoebe est tombée amoureuse de Zachary Van Der Horst, un homme condamné à perpétuité pour meurtre. Il y a 38 ans, un homme est tué de sang-froid lors d'une altercation dans un bar. Zachary Van Der Horst, présent sur les lieux du crime, est déclaré coupable. C'était le frère d'une de ses meilleures amies. Phoebe a essayé de l'aider. Elle est allée le voir en prison et, petit à petit, l'amour s'est installé. Phoebe s'est mariée avec Zachary, les années ont passé. Elle a 3 enfants aujourd'hui, tous conçus en prison. J'ai plein de questions à poser à Phoebe. Je voudrais lui demander comment elle a rencontré son mari, comment elle s'est arrangée avec toute leur séparation et avec le fait qu'il soit si loin. C'est une femme qui a l'air de beaucoup souffrir. Hello. Hi. Nice to meet you.
Phoebe travaille pour une association qui essaye d'améliorer le sort des femmes en prison. En Californie, ses sœurs, comme elle les appelle, manquent de tout. Suivi médical comme suivi judiciaire. L'association s'est organisée avec une équipe d'avocats, tous bénévoles. Ce sont les bureaux de l'association Justice Maintenant. C'est une organisation qui s'occupe particulièrement des femmes qui sont en prison en Californie. On s'occupe en particulier des cas médicaux, des cas de droits de l'homme, et nous sommes une organisation abolitionniste. Depuis 20 ans, la Californie s'est constituée une économie autour du système pénitentiaire. Les prisons rapportent de l'argent. Les différents gouverneurs qui se sont succédés n'ont jamais voulu bousculer ce système, d'autant plus que l'opinion publique n'est pas prête à accepter que des criminels, même s'ils ont accompli la plus grande partie de leur peine, soient remis en liberté. Pendant 20 ans, aucun prisonnier n'est sorti de prison. Pendant 20 ans, croyez-le ou pas, pendant 20 ans. C'est quand Schwarzenegger est devenu gouverneur que ça a changé. Il a commencé à signer des libérations sur parole. J'étais surprise, même choquée. C'est lui qui a entamé le processus de libération des prisonniers. J'ai vu à ce moment-là beaucoup de mes amis rentrer chez elles, et aussi beaucoup des amis de mon mari qui sortaient. Je les ai vus rentrer chez eux. Mon mari lui-même est passé par le bureau des libérations la semaine dernière. Ça fait 38 ans qu'il est en prison. Et malheureusement, ils n'ont pas encore accepté sa libération. Ils m'ont dit qu'ils étudieraient son cas à nouveau dans 3 ans. Ça fera 41 ans. Je passe de moments d'espoir à moments de déprime. Je garde l'espoir. Quand il est passé devant les bureaux des libérations la semaine dernière, je me disais, ça y est, il va peut-être avoir sa lettre de libération. Et puis non. Il ne l'a pas eu. Vous avez l'impression de recevoir un très gros coup dans l'estomac. Mais bon, la vie continue. Aujourd'hui, la vie de Phoebe tourne autour de son association. Son but, faire évoluer le système pénitentiaire américain, et il y a fort à faire. Les détenus sont déplacés d'une prison à l'autre sans tenir compte des problèmes qui en résultent pour leur famille. Zachary est aujourd'hui incarcéré très loin de San Francisco. Les 3 dernières années, je ne suis pas vraiment allée dans les prisons elles-mêmes. Et même mon mari, je ne suis pas allée le voir. C'est trop loin, je n'ai pas d'argent pour y aller. C'est où exactement? C'est à la frontière du Mexique. 1700 miles, ça fait trop loin. Je ne peux pas y aller. C'est au milieu du désert, vraiment au milieu de nulle part, et y aller, ça me coûterait $1000. Je ne peux pas le faire. Ah, vraiment, ça me fait mal au cœur. Et comment vous communiquez avec lui? Je lui téléphone de temps en temps. De la prison, il peut vous parler au téléphone? Oui, de prison, il appelle en PCV. Je lui parle de temps en temps en prison. Je n'écris pas beaucoup, moi. Je n'écris pas beaucoup. Clémentine est sensible au désarroi de Phoebe. La journée se termine et elle décide de poursuivre cette rencontre le lendemain. Elle me rappelle Bette Midler, cette femme. Elle me rappelle des gens comme Janis Joplin, des gens, tu sais, des gens... elle est fantastique, elle me donne envie de pleurer, elle est géniale, elle est vraiment... C'est incroyable, parce qu'on arrive il y a 1 heure, ce que je te disais, et puis c'était bizarre, parce qu'il y avait un... Et en fait, c'est quand c'est fort, quoi. C'est incroyable, c'est impressionnant. Elle est géniale. Ah, c'est génial. Puis en plus, exactement. Puis en plus, elle est vachement heureuse qu'on aille avec elle. Et du coup, comme elle a vu que tu vois qu'on allait, elle vient. Enfin, c'est magnifique, quoi. Puis tu sens qu'il y a une énergie là-haut qui est forte, non? Enfin, c'est un endroit ça n'a rien à voir avec tous les endroits qu'on voit, tu sais, tous ces restos un peu froids, là. Là, tu rentres là, tu sens qu'il y a... C'est génial. Merci, hein, les gars. Le lendemain, nous retrouvons Phoebe. Elle nous emmène chez sa fille Mariana et nous présente son petit-fils, le rayon de soleil de sa vie. Contre toute attente, Mariana garde un excellent souvenir de son enfance. Il y avait plein d'enfants et la femme qui s'en occupait gardait plein d'enfants différents. J'adorais y aller. Je me souviens qu'on avait tout à notre disposition.
Il y avait un terrain de jeu et des piscines gonflables. Les déjeuners étaient vraiment bons. Et parfois, on y passait même la nuit. Elle avait une fille, une adolescente. J'adorais cet endroit et j'ai plein de bons souvenirs là-bas quand j'allais rendre visite à mon père. Et est-ce que tu penses que tu avais une vie spéciale, enfin très différente de celle des autres enfants quand tu allais voir ton père en prison? Quand j'étais enfant, je pensais que j'étais normale parce qu'on passait tellement de temps là-bas. Alors je croyais que c'était courant d'avoir un parent en prison. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'était pas normal. Mais on s'y sentait vraiment bien. Là-bas, c'était comme à maison, et quand j'y repense, je n'ai aucun mauvais souvenir. Mon père était toujours heureux de nous voir, et nous, on était toujours heureux de le voir. Peut-être que ma vie n'était pas comme les autres, mais à cette époque, je ne m'en rendais pas compte. De toutes ces années passées à retrouver son mari derrière les barreaux, Phoebe garde des souvenirs qu'elle a toujours avec elle, dans un album de photos. C'est le Thanksgiving 2008. Mariana n'est pas sur la photo. Il y a mes 2 filles, les plus âgées, là-dessus, et mon petit-fils. Ça, c'est un cadeau que m'a fait une prisonnière. J'ai ce petit livre, il sera bientôt plein. Ça, c'est mon mari, et c'est nous en 2006. Ça, c'est à Noël. C'est Mariana. C'est une très belle photo. Ah, je me souviens de ce moment. On n'a jamais vu 3 petites filles aussi heureuses. Je trouve ça incroyable de rencontrer une femme que je connais à peine et qui me parle avec tant de générosité et de confiance que j'ai l'impression qu'on est amis depuis des années. J'ai vraiment, vraiment hâte de la revoir demain et qu'elle m'en raconte plus. Zachary van der Horst a été incarcéré dans différentes prisons. Phoebe tient à nous montrer celle qui a le plus compté pour elle. Elle nous emmène dans la ville de Tracy, à une centaine de kilomètres de San Francisco, une route qu'elle a empruntée des centaines de fois. Je me souviens de ce trajet que je faisais avec mes enfants quand ils étaient bébés. Tous les souvenirs me reviennent. Quand je me suis mariée, les visites familiales à la prison, je pouvais voir mon mari tous les jours avec mes enfants. Ils étaient très jeunes à ce moment-là. Toutes ces années passées sans aucun espoir que les choses changent. Et puis le désespoir m'a gagnée et du coup, je me suis droguée. C'est vraiment important qu'on discute de tout ça, parce que j'ai été une droguée. Je veux pas être cynique. La vie, elle est ce qu'elle est. Mais imaginez, je n'avais plus de dents, j'étais complètement droguée. La vie, c'était comme ça. Mais essayer de prétendre que finalement tout allait bien, ce n'est pas la réalité. Alors pour moi, ce voyage me fait remonter dans ma mémoire ma vie à cette époque. Et ça me fait penser à tous les voyages que j'ai faits régulièrement jusqu'à cette prison. Souvent, j'avais de la drogue avec moi. Et je me demandais ce qui allait se passer, qu'est-ce que j'allais faire. Et je me rappelle très bien quand j'ai conduit pour aller me marier.
J'étais toute seule et toute la route, je sniffais de la drogue. Je buvais du brandy, je conduisais une Dodge avec les bouteilles entre mes jambes. Je changeais les vitesses d'une main. Je peux pas dire que j'étais particulièrement bien. J'étais jeune et c'était difficile d'aimer quelqu'un qui était en prison, en sachant qu'il n'y avait aucun espoir qu'il soit libéré un jour. En arrivant devant la prison, les souvenirs submergent Phoebe. C'est dans ce centre de détention qu'elle s'est mariée et c'est là qu'elle a conçu ses enfants. C'est le centre DVI. Ici, c'est l'endroit où on gardait les enfants. Maintenant, c'est désaffecté. Ça ressemble à une casse. On vivait dans cette caravane 2 semaines chaque été. C'est la porte de la chambre ou la porte du salon. Cet endroit, c'était le centre d'accueil où il y avait un programme formidable pour les enfants. Des centaines d'enfants venaient ici, on leur faisait faire de l'art. Nager aussi, apprécier leurs vacances. Et on organisait leur visite à leur famille qui était en prison. Et on laissait les enfants et ils s'occupaient d'eux. Après le déjeuner, on les emmenait au parloir. Et quand on revenait de la prison, on s'arrêtait à ce centre, on nous donnait quelque chose à manger, et on buvait une bière et on pouvait se relaxer tranquille. Les enfants, on leur donnait à dîner. Et pour nous, ce n'était pas si mal parce qu'on venait tous les jours. Et en fait, j'étais très amie avec la femme qui s'occupait du centre. Et c'était sympa, ça ne brisait pas le cœur. Tu as dit que c'était les plus belles années de ta vie. Oui, c'était le plus beau moment de ma vie, à cette époque, c'est sûr. Sur la route du retour, Phoebe nous fait découvrir son oasis, une gargote où elle s'arrêtait à chaque fois qu'elle revenait de la prison. J'adore cet endroit. C'est l'un de mes restaurants préférés. Il y a des années, c'était simplement un bar. On pouvait juste boire des bières. Il y avait une femme qui vendait des crabes. Et ma famille et moi, on venait souvent. J'emmenais ma fille ici quand elle était petite, juste à cette table-là. On a vraiment eu un de nos moments les plus heureux ici. Tu veux dire que tu as essayé de te construire une vie et que le système te coinçait pour que tu ne puisses pas construire cette vie, c'est ça? Exactement. On a quand même réussi à la construire. Alors ce n'était pas une vie de famille comme tout le monde, mais on l'a fait. Évidemment, on n'avait pas la dynamique normale qu'ont un mari et une femme. Les relations familiales étaient un peu différentes. Mais de toute façon, moi, je m'en fous de ce que pensent les autres. Je vis de cette façon, une vie très personnelle depuis près de 30 ans, et je sais ce qui est vraiment important. C'est ce que le cœur ressent. S'il y a un endroit que Phoebe déteste, c'est la prison de Saint-Quentin. Zachary, son mari, y est resté 3 ans, de 2006 jusqu'à 2009. De ce lieu, elle ne garde que des mauvais souvenirs. Derrière ces murs, des gens se font violer, tabassés, torturés, humiliés, utilisés comme des esclaves par l'État. Rien de bon ne se passe là-dedans. Le seul havre de paix que Phoebe a pu trouver près de la prison, c'est cette petite plage sur laquelle elle se reposait dès qu'elle sortait du parloir. Cette plage était si importante pour moi, j'ai passé tellement de temps ici. Par exemple, quand mon mari est passé en 2009 devant le bureau des libérations sur parole, j'étais là, sur cette plage. Parce qu'évidemment, ils ne m'ont pas laissé entrer dans cette réunion. Je suis venue sur cette plage, je me suis reposée là, et j'ai appris que bon,
ça n'avait pas marché. Et on se reprononcerait sur son cas dans 3 ans. C'est comme si on me donnait un coup de pied au cul. La vie de Phoebe oscille entre espoir et déception. Peut-être l'administration pénitentiaire acceptera-t-elle la prochaine fois de libérer Zachary. Mais comment envisage-t-elle de vivre avec son mari? Je serais tellement heureuse. Je sais que je serais terriblement heureuse. Il sera vraiment vieux. S'il est relâché dans 3 ans, il aura au moins 61 ans. On n'est pas exactement des jeunes premiers. On sera vieux. Mais j'ai vraiment cette idée dans ma tête que si mon mari sort, même s'il a 90 ans, ce sera formidable. Si jamais quelque chose devait arriver à mon mari, rien ne changerait. Je serais blessée, j'aurais le cœur brisé. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne me marierai jamais. Je n'aurai jamais aucune relation comme celle que j'ai eue. Je n'y pense même pas. Ça n'arrivera jamais. Un mariage, un mari, c'est tout. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu un amour comme ça, que plein de gens n'auront jamais. Et je connais plein de gens qui ont passé toute leur vie à chercher ça et qui ne l'ont jamais eu. Moi, je l'ai eu. Et peu importe le fait que je le vois, que je ne le vois pas, qu'il soit en prison, qu'il ne soit plus en prison, de toute façon, les sentiments ne changeront jamais. C'est comme quelqu'un de ma famille, en fait, aujourd'hui. C'est comme si j'avais rencontré des personnes qui deviennent des personnes de ma famille. Et le souvenir que j'ai d'elle, c'est le souvenir de l'amour, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a raconté une histoire d'amour incroyable, exceptionnelle encore. Et quand elle dit qu'elle a de la chance, elle dit qu'elle a de la chance, quoi. Donc c'est beaucoup de gens qui vivent dans un certain malheur disent qu'ils ont de la chance. Parce qu'ils ont le sens de la vie, quoi, de façon plus aiguë. Parce qu'il y a une sorte de désespoir contre lequel elle lutte sans arrêt, parce qu'elle est quand même toute seule, enfin, je veux dire, à se battre. Puis elle vit avec rien, enfin, pas grand-chose. Et les conditions de détention de son homme sont... Aux États-Unis, on a vu que c'était des conditions moches, enfin, un peu honteuses, je dirais. Et qu'elle a toute sa vie dû se battre contre les a priori, le fait qu'elle allait voir son mari tous les jours avec ses enfants, enfin, et que ce qu'elle nous raconte, c'est extraordinaire, c'est que de l'amour, en fait. Donc voilà, je pense à elle, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est dans mon cœur et qui le restera toujours, quoi. Nous prenons de nouveau la route pour rejoindre Los Angeles. 600 km pour une nouvelle rencontre, cette fois avec un homme. James Whitehouse est un des rares hommes qui soit tombé amoureux d'une criminelle condamnée à la peine de mort. Cette femme n'est pas n'importe qui, elle s'appelle Susan Atkins. Elle appartenait à la bande de Charles Manson. Susan a assassiné l'actrice Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski, dans un horrible bain de sang. Alors âgée de 17 ans, Susan est une adolescente en perdition. Droguée au plus haut point au LSD, elle commet au couteau un crime sanguinaire. Je me souviens que je n'ai rien ressenti, que je n'ai eu aucun remords envers elle. Elle m'a imploré de lui sauver la vie, la sienne et celle de son bébé. Et, mon Dieu. Au même moment avait lieu le festival de Woodstock, qui portait à son apogée le mouvement hippie. Le meurtre de l'actrice allait annoncer son déclin.
Je pense que Manson est fascinant. Il fascine le monde entier, parce que c'est celui qui a tué les années 60. Son crime a tout changé. C'est un événement presque aussi important que le 11 septembre. Avant cette histoire-là, les gens vivaient sans même fermer leurs portes. Et après l'arrivée de Charles Manson, le croque-mitaine, tout le monde a commencé à faire attention. Ça a changé notre vision de la société. Le monde a changé par le seul fait qu'il fasse ce crime. Même aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde sait qui est Charles Manson. C'est un rebelle. Il est aussi important que Pol Pot. Le 8 août 1969, Charles Manson, un gourou satanique, envoie ceux qu'il appelle sa famille commettre des meurtres dont l'atrocité va choquer toute la société américaine. C'est dans la propriété de Roman Polanski qui surplombe Los Angeles que Susan Atkins, Charles Tex Watson, Linda Kasabian et Patricia Krenwinkel vont commettre un épouvantable massacre, s'acharnant sur les 5 victimes à coups de couteau. Susan n'aura aucune pitié pour Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Avec le sang de l'actrice, Susan Atkins écrira le mot « pig » sur la porte d'entrée. Pour Charles Manson, c'est un succès. Sa révolution est en marche et il envoie ses troupes dès le lendemain pour exécuter de nouveaux assassinats. Pour comprendre Charles Manson, vous devez vraiment comprendre la culture des années 60. Tout le monde parlait de révolution, guerre des races. Il y avait la drogue. En fait, c'était un gourou. Il a guidé des jeunes dans le désert et ils ont pensé que c'était une divinité, Jésus-Christ. Ils auraient tout fait pour le satisfaire. Et vous savez, même aujourd'hui, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de gens qui continuent de suivre Manson. Ils sont très respectueux quand ils parlent de lui. Ils ne l'appellent pas Charlie, mais Monsieur Manson. Ce sentiment qu'ont ces gens pour Charles Manson ne s'est pas dissipé, bien qu'il ait 77 ans. Rien n'a changé. Vers la fin des années 60, quand Manson était avec sa famille, entre guillemets, les filles qui le suivaient étaient des filles, des adolescentes qui souhaitaient désespérément se sentir différentes. Elles n'avaient pas ça chez elles. Elles ne se sentaient pas importantes. Mais quand elles étaient avec Manson, c'était différent. Charlie était l'homme. Maintenant, des décennies plus tard, elles ont grandi. Ce qu'elles ont fait quand elles avaient 17 ans, elles ne rêveraient même pas de le faire aujourd'hui. De toute façon, elles sont enfermées et il y a de fortes chances qu'elles ne sortent jamais à cause des crimes répugnants qu'elles ont commis à la fin des années 60. L'effroyable histoire de la famille Manson, Susan Atkins la raconte dans un livre. Elle y donne ses sentiments sur cette période de sa vie en réalisant avec le recul toute l'horreur de ses actes. Je me rappelle, on était dans la voiture avec Tex. Tex Watson ? Tex Watson, un de mes 2 partenaires. Nous étions 3 en fait. Et avant même que j'entre dans la voiture, Tex et moi, on avait de la cocaïne, ou peut-être que c'était de la méthédrine. Je ne me souviens plus. On a sniffé du speed et on est entré dans la voiture. Et on planait totalement. Elle est incroyablement émotive, cette femme. Enfin, incroyablement dans une dimension, je trouve, qui est une autre dimension que celle qu'on voit chez les êtres. La voix qu'elle a, c'est incroyable, cette voix qu'elle a. Elle a une vie douce, une pureté incroyable, ce visage de Madone. Enfin, donc, d'après ce qu'elle dit, bon, ils étaient sous drogue forte. Hein. Mais c'est frappant, comme elle a un visage, on dirait une... Enfin, là, je sais pas, une Madone. Enfin, tu sais, c'est... Et on a conduit jusqu'à la maison. Et notre instruction était de tuer tout le monde dans la maison. Et ce n'est pas tout.
On devait aussi faire la même chose dans toutes les maisons de cette rue. Toute la rue? Et tuer tout le monde dans toutes les maisons. Tu sens qu'elle a vraiment envie de... C'est vrai qu'on sent qu'il y a un espoir, hein, on dirait qu'elle vient de sortir et qu'elle fait une interview après sa sortie, quoi. L'homme qui est tombé amoureux de Susan Atkins vit à 1 heure de route de Los Angeles, à San Juan Capistrano, une petite ville sur la côte pacifique. James Whitehouse habite ici dans cette petite maison, avec les souvenirs de Suzanne, le seul amour de sa vie. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Nice to meet you. Ce sont des très très belles photos. Vous les avez prises en prison, c'est ça? Oui, c'est bien parce qu'elle sourit alors que la police est tout autour de la maison et elle porte les menottes de la police de Los Angeles. Le procureur a dit qu'elle ne les a jamais aidés. Pourtant, la photo prouve le contraire. Quand j'étais plus jeune, je disais aux gens, Suzanne et moi avons une relation superbe. Et je vais vous révéler notre secret. Et en grandissant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de secret. On a été bénis. On peut avoir les meilleures intentions du monde et malgré tout, ça ne marche pas. Ceci dit, je pense que pour avoir une bonne relation, il faut savoir apprécier ce que l'on a. Et heureusement, j'étais conscient qu'à n'importe quel moment, elle pouvait être transférée à 600 km d'ici. On ne pouvait se voir que quelques heures par jour. Je prenais ça au sérieux et en 24 ans, on ne s'est pas disputé une seule fois. Les années 60, c'était peace and love, l'amour, le sexe, l'alcool, la drogue et la musique. James brûlait sa vie par les deux bouts. Il s'étourdissait à coups de guitare électrique. J'avais un groupe de rock. J'ai joué de la basse. À cette époque, on répétait entre 5 et 8 heures par jour, tous les jours. Je n'allais nulle part sans ma basse. Et en plus, elle est super lourde. C'est une bonne basse, elle a un bon son et je n'arrive toujours pas à m'en débarrasser après toutes ces années. Je n'avais pas d'amis vraiment. J'avais plus ou moins maltraité ma famille, je ne m'en occupais pas, je n'avais pas de contact avec eux. Je n'avais plus d'amis à ce moment-là. Parce que quand on fait la fête et qu'on prend de la drogue, on commence à se perdre. On ne sait plus faire la part des choses, on ne fait plus attention à ses amis et c'est pas une vie qui rend heureux. On peut décider d'agir comme ça, de traiter ses amis comme des connaissances, mais après on les perd. En 1985, James voit Suzanne à la télévision. Son discours contre la drogue l'interpelle. Susan Atkins pense que son épouvantable expérience avec la drogue peut aider tous ceux qui en prennent ou veulent en prendre. Il décide de la rencontrer pour essayer de donner un nouveau sens à sa vie. Quand j'ai rencontré Suzanne, elle m'a encouragé à changer ma vie. C'est pour ça que je dis qu'elle m'a sauvé. C'est drôle parce que souvent les gens me disent « C'est intéressant que vous l'ayez épousée pour l'aider à sortir de prison. » Mais non, je ne l'ai pas épousée pour cette raison-là. Je l'ai épousée parce que je voulais passer ma vie avec elle, qu'elle soit en prison ou pas. Mes amis et ma famille me connaissaient bien et ils n'ont pas été spécialement surpris. Mes parents ne savaient pas quoi penser. Ma tante est allée rencontrer Suzanne et elle leur a dit « Faut qu'on l'accepte, il veut l'épouser. » Mes parents sont allés la rencontrer aussi, ils ont été impressionnés et aussi ma sœur. Elle faisait de la peinture, alors quand elle a vu que Suzanne peignait aussi, ça a été une manière de se rapprocher. Finalement, elle les a conquis. Mes parents et ma sœur m'ont même dit un jour, si vous vous séparez, nous, on continuera à s'occuper d'elle. When I saw her
Quand j'ai vu Suzanne ce matin, enfin sur l'écran, j'ai vu une femme qui était tellement pleine de vie et de compassion. C'est incroyable et c'est formidable parce que quand elle parlait à ce journaliste, on ne pouvait pas imaginer qu'elle était en prison, parce qu'elle semblait renaître, enfin être une autre femme. Et j'étais vraiment très émue par elle. Et j'avais hâte de vous rencontrer parce que je savais qu'à travers vous, je la rencontrerais, elle. Quand je l'ai épousée, je me rappelle, j'avais 24 ans, ce qui est assez fou quand j'y repense, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait à 24 ans. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'avant de la demander en mariage, je me souviens y avoir réfléchi et c'était la fin des années 80 et tout le monde pensait qu'elle serait sortie de prison d'ici l'année 2000. Entre-temps, le système politique avait changé. Donc je me suis demandé si j'étais prêt à rester avec elle pour toujours, même si elle restait en prison. Parce que sinon, ça aurait été cruel de lui demander de m'épouser si 10 ans plus tard, je regrettais mon choix. Au final, je me suis dit que si elle passait sa vie en prison, eh bien, j'irais la voir toute sa vie en prison. Ce qui était véritablement important, c'était de passer du temps avec elle. Tout comme c'était important pour elle de garder l'espoir qu'elle pourrait sortir un jour. Les magistrats n'ont jamais voulu affronter l'opinion publique, hostile à la libération de Suzanne. Elle n'est jamais sortie de prison, malgré son repentir. Je ne suis plus la femme que j'étais en 1969. Le Christ m'a rendue nouvelle. Ma renaissance a été totale, spirituelle, mentale et on pourrait presque dire physique. Même si mon apparence a peu changé, mon être intérieur s'est transformé. Son amour pour Suzanne a bouleversé la vie de James. Le musicien bohème a rangé sa guitare. J'ai rapidement constaté qu'aucun avocat ne voulait s'occuper d'elle. C'est pourquoi j'ai décidé de passer l'examen d'entrée à Harvard. J'ai été accepté et dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai aidé Suzanne. C'est ce que je voulais faire, l'aider, et j'ai particulièrement étudié les possibilités de libération sur parole. Et quelques années plus tard, Suzanne, qui avait pas mal d'amis dans des situations similaires, m'a dit « Tu connais très bien le système, pourquoi tu n'aiderais pas aussi d'autres prisonniers ?» Son diplôme d'avocat, James l'a obtenu auprès de la prestigieuse université de Harvard en 1997. Il pense que c'est grâce à Suzanne qui a su le pousser à développer toutes ses facultés intellectuelles. Voilà mon diplôme de Harvard, l'école de droit de Harvard. Je ne peux pas vous le lire parce que tout est écrit en latin. Tout ce que je sais, c'est qu'il est écrit Harvard, mon nom, et que je l'ai obtenu avec mention. J'en suis plutôt fier. Voici un certificat qui me permet d'exercer n'importe où en Californie. Et je peux aussi exercer dans les cours fédérales du district. Et celui-là indique que je peux exercer dans la Cour d'appel fédérale du 9e circuit. J'ai défendu Suzanne là-bas. J'ai eu l'occasion de plaider devant cette cour et ce n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. En fait, quand j'ai redécoré la maison, j'ai encadré tous mes diplômes et je les ai accrochés ici. Ça a duré quelques jours, puis je les ai enlevés et je les ai remplacés par des photos de Suzanne. Et depuis, c'est resté comme ça. Quand je suis devenu avocat, j'ai pu avoir accès à son dossier. Et j'ai pu revenir aux années 70 quand elle avait été arrêtée. Les tests qu'elle avait passés à l'époque lui donnaient un QI de 89. Et quelques années plus tard, quand ils ont refait les tests, elle était passée à 102. Et 2 ans plus tard, elle était montée à 112. Le psychiatre de la prison à Sacramento a dit « Arrêtez de la tester. Les résultats vont continuer à augmenter. »
Dans notre culture américaine, on considère que si vous ne réussissez pas à aller à l'école, vous êtes un imbécile. Mais c'est faux. Et Suzanne a pu montrer qu'elle était très intelligente. Peut-être qu'elle ne réalisait même pas elle-même. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire? Oui. J'aurais souhaité qu'il ne meure pas. Mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour que ça ne se soit pas passé. James a vécu 25 ans avec Suzanne. 25 ans de bonheur, malgré les contraintes de l'univers carcéral. Quand on s'est marié en Californie, les visites régulières, c'était 5 fois par semaine, de 8h à 21h. Donc je pouvais venir à n'importe quelle heure, tant qu'elle n'était pas en train de travailler. Ils avaient à cette époque-là une salle prévue pour les rencontres qui était vraiment chouette. On pouvait déjeuner, il y avait un distributeur pour qu'on puisse acheter de quoi manger, on pouvait se balader à l'extérieur. Il faut comprendre que quand on est dans une situation comme celle-là, premièrement, on n'a pas de temps pour les broutilles. Le temps est compté, on s'inquiète toujours parce que d'un jour à l'autre, la situation peut changer, elle peut être transférée à 400 miles plus au nord. Alors durant le temps passé ensemble, on ne discutait pas de choses anodines, on en profitait au maximum. Les gens qui vivent une relation normale n'apprécient pas tout ce temps qui leur est donné. On passait beaucoup de temps à parler. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de distraction, donc on s'est vraiment découvert. On a appris à développer une vraie intimité qui n'était pas physique, mais émotionnelle. Quand on prend du LSD, notre esprit est en expansion et on dépasse la morale, les concepts de ce qui est bon ou mauvais. Quand on dépasse ces frontières, c'est l'imagination qui prend la relève. Et l'imagination crée une perception erronée. On vit dans une illusion. Et une fois qu'on a pris du LSD, on pense qu'on va finir par revenir à nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'on en reprend, on s'éloigne un peu plus de la réalité. Et j'en ai pris tellement que j'étais vraiment dans l'espace. Et il m'a fallu des années pour revenir à moi-même. J'ai dû m'arrêter et réapprendre à faire face à la réalité, jour après jour. Suzanne appréciait toutes les choses de la vie. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait eu une vie difficile avant sa rencontre avec Charles Manson. Elle avait vécu une vie terrible jusque-là. Et après, ça n'a fait qu'empirer. Et pourtant, elle a toujours continué à apprécier la vie. Par exemple, quand vous lui offriez tout simplement un timbre-poste, elle était toute contente de ça. Elle ne prenait jamais rien pour acquis. Et elle a inspiré beaucoup de gens dans son entourage. Il faut bien comprendre que chaque heure que nous passions ensemble, c'était une heure de gagner sur la vie. On ne passait pas notre temps à se plaindre sur ce qu'on n'avait pas. On passait notre temps à nous réjouir de ce qu'on avait. C'était très ironique parce qu'on était vraiment heureux alors que nous n'avions rien, absolument rien. Nous avions tout perdu, mais pourtant nous étions heureux. Et c'est drôle de penser qu'il y a des gens qui ont tout et qui pourtant ne sont pas heureux. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ils ne savent tout simplement pas apprécier ce qui est important. En 2008, Suzanne est atteinte d'un cancer du cerveau. Pendant plus d'1 an, James est à ses côtés. Il l'aide à lutter contre la maladie. En vain. Le 24 septembre 2009, Suzanne décède. Le jour précédant sa mort, j'ai passé la plus grande partie de la journée avec elle. Et le jour où elle est morte, je suis resté jusqu'au milieu de la nuit. Quand je suis parti, j'étais épuisé. Il y avait des aides-soignantes à ses côtés, mais ça faisait déjà 2 semaines qu'elle ne pouvait plus parler ou bouger. Il y avait des condamnés à perpétuité qui étaient là aussi, qui la connaissaient depuis longtemps.
Quand j'ai rencontré Suzanne, il n'y avait qu'une prison pour femmes en Californie. Quand elle est morte, il y en avait 3. Les 3 plus grandes prisons pour femmes au monde. Certaines détenues qu'on connaissait ont été transférées et on ne les avait plus revues. J'ai retrouvé des femmes que je connaissais, que je n'avais pas vues depuis 10 ou 15 ans. C'était formidable. Elles étaient toutes là au moment de sa mort. Quand elle est morte, ils m'ont appelé et je suis resté avec elle 4 ou 5 heures. Suzanne morte, James s'effondre. Mais contre toute attente, il découvre autour de lui de nombreuses personnes qui le soutiennent. Quand Suzanne est morte, beaucoup de gens m'ont soutenu. C'était incroyable. J'étais vraiment surpris. Je me suis senti un peu coupable parce que pendant des années, je n'en avais parlé à personne parce que je craignais le pire. Mais au final, les gens se sont montrés tellement gentils avec moi. Donc vous avez vécu cette vie en secret, en fait. Oui, ce qui n'était pas bien, parce que j'avais des amis à l'université, en Californie, à Harvard, mais du coup, je n'ai jamais développé d'amitié. Je ne pouvais pas les inviter parce qu'ils m'auraient demandé « Mais où est ta femme ?» Pour rendre un dernier hommage à Suzanne, James a dispersé ses cendres aux 4 coins de l'Amérique. Pour une famille normale, c'est bien d'avoir un endroit où l'on peut se recueillir de génération en génération. Moi, je voulais l'emmener dans différents endroits du pays, là où l'on n'a jamais pu aller ensemble, et je continue de le faire. Et vous avez dispersé ces cendres partout? Juste les plus beaux endroits. La chose la plus drôle, c'est que je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance pour elle. Même le site web, en fait. Je sais qu'elle m'aurait dit de ne pas trop perdre mon temps là-dessus. Elle me disait « Vis ta vie, ne t'embête pas avec ça. » Fidèle à Suzanne, James continue à la faire vivre au travers du site web qu'il a créé. Mais surtout, il continue la mission qu'elle lui a confiée dans l'univers carcéral. Aider les plus démunis à prouver leur innocence. Merci, j'étais vraiment très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment sincèrement. Merci. Oui, ben merci de me faire rencontrer des gens comme ça. C'est impressionnant. C'est un voyage incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on retrace plein de moments comme ça. Il nous a beaucoup donné, quoi. Et puis c'est vrai qu'il aime beaucoup parler de ça. En même temps, tu sens que ça le remue. Enfin, puis tout ce qu'il dit sur la prison, tout ça, c'est tellement juste, quoi. Il est resté, combien tu disais, 40 ans en prison? 41 ans. Faut digérer un peu. Suzanne Atkins, elle a fait ce qu'elle a fait, c'est atroce, c'est abominable. Après, elle devient quelqu'un d'autre. Alors, et tout ça, c'est encore une fois, je pense, c'est grâce à l'amour qu'elle a été chercher, qu'elle a trouvé dans la religion et tout ça, c'est ce qu'elle explique. Et ensuite, c'est l'amour qu'elle a trouvé chez un homme qui a passé sa vie avec elle en prison. Donc, mais ça l'a transformée. C'est comme Phoebe, quoi. C'est-à-dire que ça... L'amour, c'est un truc c'est un médicament, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc... c'est quelqu'un d'autre, quoi. C'est quelqu'un qui se transforme. C'est quelqu'un qui se transforme par l'amour de quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui lui consacre du temps. Enfin, c'est quelqu'un de particulier, James, quoi. Et avec tout ce qu'il a fait aussi pour elle. Il est devenu avocat, tout ça. Enfin, c'est incroyable. Et tu as l'impression qu'elle est toujours là. Et je trouve aussi que lui est un exemple d'homme, enfin de personne, quoi, d'être humain, parce que c'est quelqu'un qui a dévoué sa vie par amour à une femme qui était vraiment quelqu'un qui est incarcéré, coupable ou pas coupable, et meurtrier ou pas, il a quelque chose en lui à donner à quelqu'un qu'il aime, quoi. Nous quittons la côte ouest pour rejoindre New York. Dans le tumulte de la ville qui ne dort jamais, nous allons rencontrer une femme qui a vécu une intense histoire d'amour avec un condamné. Asha Bandele est écrivain, poète et journaliste. Cette femme très cultivée, vedette de plusieurs shows télévisés, est tombée amoureuse d'un détenu arrêté pour meurtre avec lequel elle s'est mariée.
De cette expérience, elle a écrit un livre, La femme du prisonnier. Son mari, Zaïd Rachid, est né au Guyana, l'ancienne Guyane britannique. Il a grandi à New York, dans le Bronx. Dans le quartier le plus pauvre de la ville, la population métissée a vu l'éclatement de la culture de rue. C'est le berceau du rap et du hip-hop, mais aussi la guerre des gangs. À 17 ans, Rachid est considéré comme un caïd du quartier, commettant de nombreux vols à main armée. En 1987, il est arrêté pour meurtre et condamné à perpétuité. Aujourd'hui, Asha habite toujours dans le Bronx. De son union avec Rachid, une petite fille est née, elle s'appelle Nisa. Asha se souvient avec tendresse de sa rencontre avec Rachid. J'étais étudiante à l'université de la ville de New York et je faisais une étude sur la prépondérance des Noirs en prison. Je suis allée dans une prison pour parler avec des gens, pour en apprendre un peu plus sur le sujet, et j'ai rencontré l'homme qui est devenu par la suite le père de Nisa. Pendant cette période, beaucoup de mes amis allaient là-bas aussi et on a tous sympathisé avec lui. C'est un homme très intelligent, charmant, et on ne comprenait pas pourquoi ni comment il était resté en prison aussi longtemps. Quand il avait 17 ans, il faisait partie d'un gang. Il y a eu un meurtre, mais même si vous n'avez rien fait, il suffit d'être présent pour être condamné. On lui a donné une peine très lourde. Il avait 18 ans. Il a eu perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. L'amour est irrationnel. Donc c'est assez facile de comprendre qu'une femme bien puisse tomber amoureuse de quelqu'un qui ne l'est pas. Et puis, n'oublions pas non plus que tous ces mecs en prison ne sont pas forcément mauvais. Il y en a qui ne sont même pas coupables. Ce n'est pas difficile de comprendre que les femmes soient attirées par des criminels incarcérés. On a été amis pendant 2 ans avant que je me rende compte que j'avais des sentiments pour lui. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme les gens qui se rencontrent sur Internet et qui échangent beaucoup d'emails. On s'est écrit des lettres pendant un très long moment. Ça s'est passé lentement, et si vous comparez la vitesse à laquelle les femmes tombent amoureuses de nos jours, c'était des mois et des mois de lettres, de discussions au téléphone, d'exploration de l'autre. Ça a été une cour magnifique, et je ne pense pas que l'on fasse autant la cour de nos jours. Tout va si vite maintenant. Un jour vous vous rencontrez, le jour d'après vous sortez ensemble, et le jour encore d'après vous êtes mariés. Là, c'était vraiment lent. On a pris vraiment le temps de se connaître. Certaines de ces femmes s'impliquent avec des prisonniers parce qu'elles veulent une relation. Mais elles ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à cette relation. Elles ont quelquefois des visites conjugales, mais c'est le maximum d'intimité que le couple aura. En fait, il n'y a pas qu'une seule explication à leur action. Il y a des femmes qui adorent les serial killers et elles continuent à tomber amoureuses de ces serial killers qui ont une grande notoriété. Mais d'un autre côté, il y a des femmes qui sont juste amoureuses. Il se trouve que leur homme est en prison, qu'il sortira peut-être un jour et vivra une vie normale à nouveau. Après plusieurs années de rencontres entre les murs de la prison, l'amour était là. Pour Asha, le mariage devenait une évidence. Le mariage s'est fait en prison, à peu près 5 ans après qu'on se soit rencontrés. C'était assez triste. Je me rappelle que j'étais énervée ce jour-là et que je pleurais beaucoup parce que j'étais seule et qu'à la fin de la journée, de toute façon, je ne serais pas avec mon mari. Ce n'est pas une expérience formidable, ce n'était pas une expérience joyeuse, mais on était arrivé à un point où je ne pouvais plus être juste sa copine, car vous n'avez pas de droit en tant que copine. Je ne pouvais pas le protéger en tant que simple copine. Se marier, c'était la seule chose à faire si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un en prison. Dans l'État de New York, c'est possible d'avoir des visites conjugales, ce qui veut dire que vous êtes logé dans la prison pendant 2 jours, vous avez un mobil-home avec 2 chambres, rien que pour vous, et vous pouvez faire à manger.
Ça vous donne le temps d'être ensemble, de faire les choses normalement, comme un couple normal. On cuisinait beaucoup ensemble, on dansait. C'était de très bons moments. Ces femmes n'ont pas d'hommes dans leur vie. Elles veulent simplement une présence masculine forte à leur côté. Peu importe où il est, qu'il soit en prison ou pas, mais cette connexion, cette association, cette relation est très importante. Et c'est ce qui fait battre leur cœur. Ainsi, elles ne sont plus seules les week-ends et le soir, après le travail, parce qu'elles ont un compagnon. Et parfois, on a besoin d'un compagnon, d'un coup de téléphone, pour avoir la force de vivre un jour de plus. Une lettre, une visite pendant laquelle on voit la personne face à face. Cette personne qui croit en toi, qui t'adore, qui t'admire et te respecte humainement, c'est tout ce qu'on recherche. C'est tout ce que veulent la plupart des gens. Un peu de respect. J'ai de la valeur, je suis humain. Partageons ça ensemble. Parfois, les femmes recherchent ce genre de relation, mais elles ne trouvent que très peu de passion. La relation est limitée. Elles ne trouvent pas la passion qu'elles veulent physiquement. Mais parfois, on n'a plus besoin du physique. On a juste besoin du mental, du psychique. Sentir que quelqu'un est là pour nous et prendre soin de nous. Et ce partage d'émotions et d'attention est un soutien continu pour les deux personnes. Cela crée une interdépendance qui est très importante. Pendant cette période où, de temps en temps, le couple peut vivre une vie presque normale, un enfant est né. Nisa, une adorable petite fille qui n'a connu son père que derrière les barreaux. Nisa est allée à la prison pour la première fois quand elle a eu 2 semaines. Et on a fait ça pendant un certain nombre d'années. On est allé à la prison jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais les gardiens sont si répugnants et méchants qu'on est arrivé à un point où je ne pouvais plus emmener ma fille. Avec cette situation, je ne pouvais plus l'emmener avec l'hostilité des gardiens, leur façon de me parler, de me dire des choses répugnantes alors qu'elle était là. Ils me harassaient. Quand elle était bébé, si je ramenais 4 bouteilles de lait, ils me disaient non, c'est seulement 3, alors que je savais de combien de bouteilles de lait avait besoin ma fille. C'est comme s'ils la criminalisaient, et je ne voulais pas qu'elle soit dans cette situation. Je ne voulais pas qu'elle soit le témoin de la façon dont ces hommes me parlaient, et je ne pouvais rien faire. Je ne voulais pas lui montrer cet exemple où les femmes peuvent être traitées comme ça et ne peuvent rien dire pour se défendre. Donc à un moment, on a arrêté d'y aller parce que ça devenait juste plus du tout plaisant. J'étais de plus en plus énervée. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Nisa n'a pas vécu cette expérience comme un traumatisme. Elle en a gardé plutôt de bons souvenirs. Oui, je me souviens. Ça n'était pas exactement ce que mes amis avaient connu avec leur père. On pouvait penser que je n'allais pas passer un bon moment, mais j'étais toujours contente de le voir. Ça ne me semblait pas bizarre, même s'il était en prison, parce qu'on faisait toujours comme les autres familles. On jouait à des jeux. On ne pouvait pas sortir dehors, mais on pouvait toujours passer les repas ensemble, et ça ne me traumatisait pas. Je n'ose pas le dire aux gens, mais je ne me sentais pas coupable qu'ils soient en prison, parce qu'on a toujours eu de bons moments ensemble. Après avoir accompli sa peine, Rachid a été libéré. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Asha et sa fille. Il a été relâché et on lui a donné sa libération sur parole en 2007. Il a été confié au service de l'immigration. Quand je me suis mariée avec Rachid, ils m'ont dit très clairement qu'il ne serait jamais déporté et que c'était un problème qui avait été réglé. Car j'avais eu un enfant avec lui. Mais le service de l'immigration est venu le chercher et il a été rapatrié en septembre 2007, renvoyé dans son pays de naissance, au Guyana. Mais la déception d'Asha ne s'arrête pas là. Rachid a refait sa vie. Il a changé son prénom, il s'est remarié et maintenant on vit chacun de son côté. On vit des vies séparées, mais je suis pleine de reconnaissance pour cette période.
Non seulement cette période m'a procuré le plus grand amour et la plus grande joie de ma vie, ma fille, mais ça m'a montré aussi que le vrai amour existait. Ce n'est pas vraiment compliqué parce que je comprends. C'est malheureux que je ne puisse pas le voir, mais en même temps, c'est son choix que je ne puisse pas le voir. J'essaie de me dire que si jamais on le voit, c'est parce qu'il le veut. Mais ça va pour moi parce que, comme ma mère le dit, on vit des vies séparées. Et j'ai vraiment une belle vie ici sans lui. J'ai toujours beaucoup de famille ici. Des amis, une communauté sur laquelle je peux compter. De cette expérience, Asha a écrit 2 livres. Dans le premier, elle raconte sa relation avec Rachid en prison. Dans l'autre, le choc de sa séparation avec l'homme de sa vie. Cette vie qu'elle a voulu vivre, elle l'assume aujourd'hui. Pourtant, se lancer dans l'aventure n'a pas été facile. Ce n'était pas une décision facile. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais oublier. Mais je le referais, sans hésiter si je pouvais. Ça valait le coup, car j'ai ma fille. Malgré le fait qu'elle soit émue et que donc moi aussi, qu'on est tous émus quand on voit ça, il y a quand même cette lumière, ce truc de dire oui, moi j'ai vécu ça, c'était magnifique, et même s'il ne veut plus nous voir, de toute façon c'était merveilleux. Et de toute façon, c'est quand même, je trouve que c'est des exemples, moi, vraiment, de compassion, d'amour. Bon, moi, j'ai pas pu rencontrer Asha parce que donc elle est maintenant dans le gouvernement depuis la réélection d'Obama et qu'elle veut plus se prononcer là-dessus, elle veut plus en parler. Il n'y a pas de jugement de la part de alors qu'elle souffre, cette femme, et que sa fille doit souffrir aussi, il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la compassion. Et je suis très heureuse que des gens voient ce que j'ai vu, rencontrent les personnes que j'ai rencontrées, parce que ce sont des personnes qui sont des exemples humains, des personnes qui ont une force de caractère, une force d'amour, une force de regard, de don d'eux-mêmes, que je trouve exemplaires, et que ces personnes nous ont toutes livré leur expérience avec une grande confiance. Ça donne de l'espoir, en fait, sur les êtres humains et sur ce qu'on est capable de donner et de recevoir, quoi. C'est toi mon homme qu'on a damné, comme une bombe tu es tombé, mais tes éclats m'ont transformé, toi qui voles mes pensées, toi qui nous rends nos libertés, toi qui me fais rêver, qui me prends sans me toucher, qui me donne des baisers sans jamais m'embrasser, toi qui me rends ce que j'ai oublié, toi qui fais naître. Dans le prochain épisode, Clémentine va partir à la rencontre d'autres femmes amoureuses de criminels. Certaines de ces rencontres vont la bouleverser au plus haut point. C'est en fait la première fois qu'on a pu se toucher, mais c'était après son décès, donc après son exécution. Vous découvrirez aussi que l'amour de ces femmes peut déplacer des montagnes et que quoi qu'il advienne, ils sont unis pour la vie.